Aujourd'hui, on va découvrir le genre de magazine américain que les bidouilleurs lisaient en 1960. Et oui, encore une fois, il y a odeur de cave. Bidouilleurs, salut! J'aime bien, à l'occasion, plonger dans de vieux magazines de bidouillage d'électronique. Ça me permet de voir comment notre passe-temps a évolué au cours des décennies passées. Et, mon Dieu, que ça a évolué! J'ai ici un exemplaire du magazine Electronics Illustrated de 1960, magazine que mon père achetait occasionnellement à la librairie du coin. Il n'était pas aussi mordu de l'électronique que moi je le suis, mais étant scientifique de formation, il était quand même désireux d'apprendre. Je vous propose donc aujourd'hui un parcours de ce magazine. Cela va nous permettre de constater, entre autres, que les instruments de mesure étaient assez simples et limités finalement, et qu'il était possible de se procurer des kits et d'assembler nos appareils pour apprendre l'électronique et sauver de l'argent aussi. Vous verrez aussi qu'il y avait combat de visibilité pour vous vendre de la formation. Alors, Electronics Illustrated, février 1960, on parle de 35 sous pour l'époque. Pas donné quand même, considérant que c'est un magazine qui est bourré de publicité. On va le voir tantôt. Je crois qu'il n'y a pas une page qui n'a pas de publicité. Alors, ça venait de la même publication que Mechanics Illustrated. Donc, le nom du magazine, bien sûr, utilisait le Illustrated, donc électronique illustrée. Ce qu'on nous montre ici, bien sûr, c'est des parties des articles qu'on verra à l'intérieur. Et bien sûr, on nous montre une machine ici qu'on va analyser un petit peu plus tard. Croyez-le ou non, c'est une espèce de satellite qui va voler au-dessus de la surface de la Terre et qui est alimenté par des ondes micro-ondes. Et oui. Bon, alors, on va tout de suite plonger à l'intérieur et une des choses qu'on voit très rapidement, c'est des cours sur l'électronique. Hein, comment apprendre l'électronique par correspondance ou en se rendant à des écoles de formation technique. Et ça, vous allez voir, il y en a plein dans le magazine. En voici une autre, ici, avec la table des matières à gauche. Ici, on parle d'électricité et d'électronique de télévision. Donc, ils ont fait toujours miroiter des images avec des mises en scène là, parfaites pour essayer de convaincre les gens de prendre ces écoles d'électronique là, ou d'électricité. Et tiens, en voilà d'autres. Et ici, on nous miroite souvent que durant le cours, on va construire un VTVM, un Vacuum Tube Voltmeter, donc un voltmètre à tube à vide, ou même cet oscilloscope de 5 pouces d'écran qui est essentiel pour faire de la maintenance de télévision, ou bien même construire cette télévision ici. Donc ça, c'est on essaie de convaincre les gens et découper le coupon et d'envoyer ça par la poste. Alors ça, c'est DeVry, c'était quand même une grosse école celle-ci. On voit qu'il s'est acheté une page complète. Alors, d'autres publicités bien sûr. Ici, on nous montre en bas à gauche quelque chose d'intéressant. Un super méga haut-parleur de 25 tonnes métriques, à peu de choses près. Là. Avec ça ici, c'est l'enceinte et ça, c'est le haut-parleur lui-même. Donc, on voit que les Américains sont fous des grandeurs. Hein? Alors, une autre école de formation ici, encore une fois, on essaie de vous convaincre de prendre cette école-là plutôt qu'une autre. En voulez-vous une autre? Bien sûr, pourquoi pas une autre? Télé, radio et formation en électronique à un prix que vous pouvez vous permettre. Alors ça, il y en a plein. Ici, on nous annonce un kit d'orgue électronique. Donc oui, vous pouviez acheter un orgue en kit et le monter vous-même. Oui, on n'arrête pas le progrès. Alors, RCA n'était pas en reste. Formation de la part de la compagnie RCA. Évidemment, eux étaient peut-être plus convaincants. Les gens RCA, grosse compagnie américaine, Radio Corporation of America. C'est un peu eux qui ont inventé la radio, donc la radiodiffusion. Magnétophone à bobine stéréo. Oui, la stéréo en 1960 avait commencé déjà.
Mais l'enregistrement, c'était réservé pour les plus riches, à 130 $ américains en 1960. C'était pas donné pour faire des enregistrements. Et c'était des bobines, évidemment. Les cassettes compactes n'existaient pas à l'époque. Alors, je continue. Knight faisait des beaux kits de radio, de cadrans réveil, d'appareils de mesure. Alors, on commandait les kits, on les montait nous-mêmes et on sauvait. Et c'était Allied Radio qui était un très gros vendeur d'appareils électroniques de ce genre. D'autres publicités, bien sûr. Eh bien, oui, on pouvait acheter des équipements de mesure, comme ce VTVM ici, ou ce testeur à tube. Le testeur à tube, il se détaillait 47 $ assemblé, 36 $ en kit. Le VTVM, pas si mal. 15 $ assemblé et 12,50 en kit. Donc ça, c'était très raisonnable. Et bien sûr, pour seulement 6 $, vous pouvez commencer votre formation en radio-télévision. Et regardez le nom de la compagnie, Sprayberry. Et pourquoi j'aurais pris Sprayberry pour ma formation d'électronique? J'en ai aucune idée. Bien, Heatkit, vous connaissez peut-être la compagnie qui a vendu beaucoup dans les années 60, 70, 80, 90, des équipements, bien sûr, radioamateurs en kit, mais toutes sortes d'appareils d'électronique, dont cet amplificateur ici. Toujours des kits, la plupart du temps. D'autres cours de formation, ici, bien sûr. Ici, Aiko, qui était un grand fabricant d'équipements électroniques, soit en kit, soit tout assemblé. On en a quelques exemples ici, d'un émetteur radioamateur de 90 watts, modulateur, un grid dip meter, donc un appareil qui permet de mesurer la fréquence de résonance des circuits LC, radio MA bien sûr, Aiko, encore une fois, avec toutes sortes de kits, ou bien assemblés bien sûr. Alors, instruments de mesure, en voulez-vous, oscilloscope, multimètre, je me reprends, VTVM ou VOM, Volt Ohm Meter. On avait les deux types, donc soit à transistor, soit à tube. Évidemment, l'avantage du VTVM, c'est que c'était une impédance très élevée, similaire au multimètre d'aujourd'hui, donc à environ 11 mégaohms. Donc, ce qui était très bien pour mesurer les circuits sans trop les perturber, bien sûr. Alors, on avait ce qu'on appelait des signal tracers, donc un traceur de signal. C'est essentiellement un amplificateur avec une sonde, un amplificateur audio qui permettait de fouiller dans les circuits pour trouver les différents étages d'amplification. Et des ponts RLC, signal des générateurs de signaux, 26 $, un pont, 19 $. Bon, c'était des prix qui étaient quand même pas mal. OK, j'arrive tout de suite à cette espèce de station de ciel qu'ils appelaient, eux, qui était alimentée, donc comme carburant pour se maintenir au-dessus du sol, alimentée par un immense faisceau de micro-ondes à 3 GHz. Donc l'énergie était transférée à l'appareil et il prenait cette énergie pour faire tourner ses pales. Et assez incroyable, on parle d'un appareil qui avait quelque chose comme 100 chevaux vapeur. Ben, initialement, il en avait 20, mais éventuellement, il en aurait 100. Évidemment, ce sont des concepts du futur qui n'ont jamais été développés ou mis en pratique. Et on parle d'un diamètre, je vais revenir ici pour vous montrer, de 15 mètres de diamètre. Et on parle de quelque chose comme 55 mètres les pales, l'envergure totale. C'était immense. Tout ça pour faire un relais radio finalement, pour relayer des communications radio. Et on dit qu'à la hauteur que ça montait, on parle d'altitude de 65 000 pieds, donc 20 000 mètres environ. À cette altitude-là, on pouvait faire des communications avec l'Europe, entre autres. Regardez les Folies Bergères ou les Olympiques venant d'Europe, par exemple. Ou bien sûr, vous devinerez, il y avait des applications militaires. Il y aurait eu, je devrais parler au conditionnel, des applications bien sûr militaires pour ce genre d'appareil. Alors l'idée, c'était d'envoyer par un système d'antenne des faisceaux de très grande puissance avec une station d'énergie pour fabriquer la puissance, pour pouvoir fournir assez de puissance. Et on utilisait des amplitrons
les amplitrons, pour produire, avec guide d'onde bien sûr, pour produire la quantité d'énergie, plusieurs de ceux-ci, pour produire la quantité d'énergie nécessaire pour envoyer le faisceau vers l'appareil à 20 000 mètres d'altitude pour qu'il utilise ça comme énergie. Assez fou comme idée, et évidemment, ça n'a jamais vu le jour en autant que je suis concerné. Bon, maintenant, vous voulez un nouveau tweeter, donc haut-parleur de haute des aigus, ben pourquoi pas prendre un globe terrestre, faire un paquet de trous dedans et d'y visser des haut-parleurs à l'intérieur. Ça va être tellement beau par-dessus nos enceintes acoustiques. Wow! Tiens, des petits magnétophones portatifs, bien sûr monophoniques à l'époque, et donc tous bobines. Et bien sûr, ça précède la cassette compacte. Donc, on essayait de nous impressionner avec ces beaux petits magnétophones portatifs, mais c'était pas chose commune dans les maisons. Regardez, c'était quand même assez petit. Considérant que ça peut se tenir dans une main comme ceci, on parle de 80 $ pour ce modèle. Il y avait plaquettes de circuits imprimés, même en 1960, on le voit bien, dans les appareils fabriqués en industrie. Tiens, section radio amateur. La bande des 40 mètres, donc 7 MHz. On nous explique comment utiliser cette bande. Bien sûr, il fallait avoir une licence de radio amateur. C'est un magazine qui était assez général. On couvrait autant l'électronique de télé, radio, radio amateur, ondes courtes, appareils électriques. Vous allez voir un petit peu plus loin. Tiens, comment se bâtir des antennes pour la bande des 40 mètres. Vous noterez la mise en page. Hein? C'est toujours noir et blanc avec une seule couleur additionnelle. Voici, c'est ce qu'on pouvait se permettre à l'époque. Pas plus que cela. Ah, une couleur, toujours la même chose, une couleur. Ici, un syntonisateur d'antenne pour faire de l'écoute d'ondes courtes. Alors, c'était facile à monter. On nous disait comment l'assembler. Alors, voici ici, pour les photographes amateurs, pourquoi pas, des projecteurs pour bien éclairer nos sujets. Et on nous montrait toujours photos de l'intérieur ainsi que diagrammes de filage, donc d'assemblage et de filage. Alors, il fallait bien sûr suivre à la lettre les fils pour pouvoir accomplir l'assemblage. Et ça ici, c'était pas un kit, il fallait acheter nous-mêmes les pièces et monter. On nous donnait une liste de pièces, bien sûr. Et on devait assembler ceci. On nous donnait aussi le schéma électrique. Alors ça, c'était assez courant, ce genre de projet dans ce magazine. Tiens, pourquoi pas parler ici du système Laurent, qui était bien sûr l'ancêtre du GPS moderne. Le système Laurent, c'était un ensemble d'émetteurs sur les côtes et qui aidait la navigation de navires, donc par triangulation tout simplement, permettait aux navires de se positionner dans la mer. Et donc, on a eu ça beaucoup. On parle ici d'une portée de 500 à 900 000 nautiques durant le jour et jusqu'à 1400 000 nautiques la nuit. Et ça, bien sûr, c'était le militaire qui s'en est servi beaucoup de ce genre de système. C'était eux qui maintenaient le système, d'ailleurs. Il y a eu le dernier Laurent a été le Laurent C, avant que le GPS ne sorte. Vous êtes cibiste, vous aimez faire de la CB, donc la bande radio citoyen. Pourquoi pas vous monter votre propre antenne? On vous montrait ici comment le faire. Vous aimez les sondes, des vieilles sondes pour VTVM, pour oscilloscope. Tiens, on vous montre c'est quoi une sonde ici, avec différents circuits. Et bien sûr, on nous montre dans l'article suivant comment bâtir sa propre sonde. Pourquoi pas? Avec condensateur, diode 1N34 au germanium et résistance, bien sûr. Alors, vous pouviez vous procurer des kits de Volt Ohm Meter, ou VTVM, tout simplement, dans ce cas-ci, Vacuum Tube Voltmeter. Ces kits, lorsqu'on les achetait, pouvaient contenir une plaquette de circuit imprimé. On en a un bon exemple ici. Alors, c'était des kits qui étaient plus intéressants à monter, puisque plus faciles, de façon générale, à assembler, que quand c'était simplement du point à point. Alors, c'est un kit qui se vendait 30 $, mais tout assemblé à 50 $. C'est un bel appareil quand même. Tiens,
des réseaux de radioamateurs. Les communications radioamateurs, on nous explique cela ici. Je passe. On nous donne des petits trucs aussi. Pourquoi pas prendre un bracelet de montre pour coincer ces résistances et condensateurs? Wow! Bon, il y a toute une section aussi sur les blocs d'alimentation. Vous notez tout de suite ici, on nous montre bien que les blocs d'alimentation étaient habituellement montés sur un châssis. On va mettre le transformateur et les tubes sur le dessus du châssis et on va contenir l'électronique en dessous. Une boîte d'aluminium finalement. C'est souvent comme ça qu'on montait les blocs d'alimentation. Avec bien sûr explication de la théorie. Et ici on parle de redressement à tube ou avec semi-conducteur. Vous voyez qu'on met beaucoup l'emphase en 1960 sur les tubes à vide. On nous montre un diagramme d'assemblage, comment bâtir le bloc d'alimentation qu'on nous suggère. Ici, c'est le schéma du bloc en question. Je ne vois pas de régulation. Ce n'est qu'un bloc non redressé, filtré, mais je ne vois pas de régulation ici. Alors, on nous en montre un autre ici. Même chose. Régulé, non. Filtré, redressé, oui. C'est un bloc très simple. Avec diagramme d'assemblage et vue du châssis. Alors, je continue, je tourne plusieurs pages, d'autres blocs d'alimentation. On nous montre ici, on voit ici un redresseur au sélénium. Ce n'était pas un redresseur, donc une diode. C'était l'ancien système de redresseur au sélénium. C'était des plaques comme ça montées en série. On parle d'une pile à combustible à l'hydrogène ici. On nous présente le principe. C'est drôle, hein? Ça a pris quand même beaucoup de temps pour qu'on s'en serve. Alors ici, on peut se construire un récepteur à régénération, donc un récepteur onde courte, avec bien sûr diagramme d'assemblage, schéma. Bon, un petit exposé sur les différents standards de télévision en Amérique, en Europe, en France, donc en Russie. On nous dit les différences, entre autres, le nombre de lignes contenues dans le signal. Toutes sortes de petits trucs qu'on illustre ici sur une petite bande dessinée. Une radio. On évalue une radio en kit. Donc, on évalue la qualité une fois montée. On aura bien sûr vers la fin une section où on répond aux questions des lecteurs. Donc, ça, c'est assez commun. Et on essaiera de nous vendre des ancêtres de Walkman. Donc, ou de lecteur MP3. On parle d'un petit récepteur bande EMA ici, qui s'accroche après l'oreille. Oh, c'était tellement, wow, c'était tellement sexy. Je me serais vu avec ça me promener dans les rues à l'époque. Bien, ici, pourquoi pas, un adaptateur universel pour différents types de connecteurs. L'idée est simple, on met différents types de connecteurs et on attache tous les conducteurs centraux, les contacts centraux ensemble. Donc, on peut utiliser l'adaptateur avec n'importe quel type de fiche. Et bien, on aura utilisé une boîte de thon pour faire l'ensemble. Alors ici, on a un petit cours sur la Hi-Fi, parce que la Hi-Fi prenait beaucoup d'espace dans le cœur des gens. Alors, un petit cours sur la Hi-Fi. Vous voulez vous commander des instruments de mesure? Il y en avait des très beaux ici. Un testeur à tube, 70 $. Un VTVM, 59 $. Un appareil pour tester les écrans cathodiques, 57 $. Un testeur de condensateur, à 35 $. Des beaux appareils pour l'époque. Et comme toujours, des cours par correspondance, bien sûr, sur l'électronique. Alors, d'autres appareils de mesure, des très beaux. Tiens, vous croyez que les pistolets Weller ont été inventés plus tard, mais non. En 1960, ils existaient déjà. Le modèle à une seule température, le modèle à double température, pour 8 $. Orgue en kit à monter, pourquoi pas. Et ici, c'est intéressant. 37 sous le tube à vide. N'importe quel tube dans cette liste, 37 sous. Et c'était des tubes très communs, là, ceux qu'on utilisait dans les radios et les télés. Ou 35 $ pour 100 tubes. C'était pas cher, les tubes, à l'époque. Et oui, un magazine américain, on ne pouvait pas s'en sortir. Pourquoi pas des armes à feu, l'annoncer à la fin, dans la section générale. Et oui, et un accordéon, tiens, pourquoi pas.
Et oui, c'est un beau magazine pour le rêveur. Encore une fois, pourquoi pas prendre un cours par correspondance? Ici, c'était là, tiens, la pochette interne NRI, National Radio Institute. C'était un très gros, ça. Très gros institut de formation. Et encore une fois, des belles mises en scène avec les gens là, sur les photos. Alors voilà, et pour finir, l'armée américaine qui tente de recruter son monde, pourquoi pas? Peut-être ça vous dirait de conduire une pelle mécanique? Bien, contactez-les. C'est tout. Vous n'avez qu'à écrire à l'armée américaine et vous pourrez conduire une belle pelle mécanique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour en arrière de 58 ans. Non, je n'étais pas né à cette époque. Mais ces magazines m'ont quand même servi plus tard de point de départ dans mon bidouillage, dans mon hobby et dans ma carrière en électronique aussi. Je vous invite à partager cette vidéo avec d'autres bidouilleurs. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ce serait bien apprécié d'obtenir un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à la prochaine!